Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci. Oh, mais j'ai les lèvres bleues, ça va pas, non? Bah si, c'est normal. Non, c'est les... Oui, c'est mon corsage qui... C'est mon corsage qui s'est déteint sur mes lèvres, je vois. Pas forcément les bleus de l'ébala qui... Purée, regardez. Comment vous allez? Ah, donc il est le seul, vous, ici. Comment vous allez? Je vais bien. Daniel, il ne faut pas me fatiguer ici. Marcel Toyi, bonjour et merci d'être sur le plateau. C'est tout normal que vous soyez là aujourd'hui. Parce que voilà, bon, je n'ai pas dit qu'on reprend du service parce que vous êtes toujours en service. Même pendant les vacances scolaires, on parle éducation, on parle voilà, enseignement, on parle élèves et parents, tout ça. Peut-être demain la rentrée scolaire, effectivement, officiellement. Parce qu'il y a des écoles qui ont commencé déjà il y a quelques jours. Ouais. Mais officiellement, il y a 2 semaines. 2 semaines, certaines écoles ont commencé il y a 2 semaines, certaines la semaine dernière. Officiellement, c'est demain, ça va tenir. Hein. Bien sûr. Mais cette année, le climat est tellement... oui, on sent qu'il y a... On sent, peut-être qu'on n'est pas au milieu et qu'il n'y a pas de tension, autant tellement que tout le monde est sûr que ça va tenir. Parce qu'il y a des années où on se demandait est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas, etc. Mais là, tout le monde est préparé pour demain. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, entre-temps, c'est qu'il n'y avait pas encore d'accord entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Et les premiers responsables des syndicats envoient des messages WhatsApp à leurs délégués et ils relaient. Et ça fait que tout le monde, sous cette tension, se dit non, si nos revendications n'aboutissent pas, eh bien, nous ne reprenons pas le chemin de l'école. Voilà, et malgré l'appel du gouvernement, eh bien, les syndicats étaient à l'époque sur leurs ergots. Et donc, aujourd'hui, les syndicats, quand on les a entendus, ils tiennent un discours beaucoup plus responsable. Ils comprennent que le problème de l'éducation n'est pas seulement le problème de salaire des enseignants et qu'il y a beaucoup de défis auxquels le gouvernement fait face et qu'il faut mobiliser progressivement des ressources pour apporter des réponses. C'est cela. Alors, bon, oui, je lui ai dit bonjour, je le connais, c'était comme si vous le connaissiez aussi, vous tous. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. Marcel Toyi, il est le président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Je n'aime pas dire que c'est le seul vrai réseau de journalistes du Togo. Je n'aime pas dire ça et je n'aime pas dire ça. Sinon, au-delà de ça, il est de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, acteur... du monde éducatif et donc notre consultant pour des questions d'éducation, il nous fait la fleur d'être toujours avec nous pour nous éclairer. Donc cette année, tout va bien. On a vu même qu'il y a récemment, la semaine dernière ou la semaine d'avant, une rencontre entre le ministre et puis les acteurs, le Premier ministre oui, et le secteur de l'éducation. Le Premier ministre, pourquoi? Parce que quand il y avait crise, le gouvernement a mis en place une commission ad hoc qui rassemblait toutes les parties prenantes qui devaient contribuer à la résolution de la crise. Et comme on est à la veille de la... ça le cadre de concertation. Voilà. Dans le cadre de concertation, il est différent. Là, ça c'est entre le ministre des enseignements primaires, celui de l'enseignement technique et les syndicats d'enseignants. Ah non, il y a beaucoup de cadres. Oui, il y a 2 cadres. Ah, ok. Il y a le cadre permanent. Oui, c'est le cadre permanent. Le cadre permanent qui regroupe donc où on retrouve le ministre de l'enseignement technique, le ministre de l'enseignement primaire secondaire et les syndicats d'enseignants et les autres parties prenantes comme les associations des parents d'élèves et autres qui se retrouvent mensuellement pour passer en revue les problèmes et voir qu'est-ce qui est en train de se faire, qu'est-ce qui va se faire. Mais maintenant, par rapport à la crise qui devait conduire ou qui a conduit à la signature du protocole, le gouvernement était amené à mettre en place une commission ad hoc. Donc la commission ad hoc, c'est elle qui s'est penchée vraiment en détail sur les revendications particulières des syndicats d'enseignants pour que, eh bien, on puisse trouver un terrain d'attente. Et puis, heureusement, l'année passée, l'accord a été signé et la mise en œuvre surtout a commencé parce qu'il y a déjà début de jouissance des clauses de ce protocole. Comme quoi, il y a quoi dans cet accord-là? Non, dans le contrat, il était dit que l'État va allouer 1 milliard par an à partir de 2018. Donc chaque année, il y aura 1 milliard par an et dans les 1 milliard, on doit relever un peu
quelques indemnités des enseignants. Alors, dans 2018, ça n'a pas été possible pour l'État parce que vous savez que quand le politique décide, il faut que l'Assemblée vote le budget. Voilà, il faut que tout soit légal. Exact, exact. Donc, ça fait que c'est en 2019 qu'on a cumulé pour que les 2 milliards, donc le milliard de 2018. 2018 et 2019. 2019. Les enseignants, ils ont marché ici et puis après, quand ça est devenu gras, là, ils n'ont plus rien dit. Tous mes amis enseignants, je vais avoir mes arriérés. C'est toujours comme ça partout. Ah oui, donc on leur a donné pour 2018 et puis 2019. Oui, c'est normal, c'est le respect d'un engagement. Donc, comme ils n'ont pas pu le faire en 2018, il faut Quand on dit 2 milliards, c'est pas 2 milliards par personne. c'est pas 2 milliards par personne, bien entendu. Non. Si on prend le nombre d'enseignants, Et donc, ils ont... Et donc, bon, selon la catégorie, si par exemple tu en as 2 ou en as 1 par exemple, par an, sur ce qui est donné, tu peux avoir autour de 70 à 80 000 par exemple sur ton salaire. Par an ou bien par mois? Non, par an. Oh, ok, oui. Mais c'est le nombre d'enseignants, voilà. Tu vas attaquer tes pauvres. Comme ça, là, c'est fini depuis. Je ne l'ai plus, là, c'est fini depuis. Ah, ok, donc c'est autant d'engagements pris par l'État qui ont commencé par être mis en œuvre. Exact, c'est ça. Et donc c'est ça qui a rassuré. Et les premiers responsables des syndicats ont compris que au-delà des revendications salariales, il y a aussi d'autres corporations d'éducation qui aussi ont besoin du soutien de l'État. Quand vous prenez les confessionnels, par exemple, l'État s'était engagé, mais je crois que l'État a priorisé a fait une priorité de satisfaire d'abord les syndicats d'enseignants avant de voir ce qu'il faut faire pour les confessionnels et autres. Vous voyez? Donc c'est tout cela qui a contribué à faire comprendre aux premiers responsables des syndicats qu'en dehors des salaires et autres, il y a vraiment beaucoup d'autres défis que l'État doit relever en mobilisant davantage ou bien en augmentant davantage l'enveloppe allouée donc, au secteur de l'éducation. C'est ça. Quoique même leurs salaires et tout ça ont été revus quand même. Mais pas à la hauteur de ce qu'ils auraient peut-être oui, voulu, mais ça a été revu. Ça va aller progressivement, bien entendu. C'est clair. Donc, demain, 16 septembre 2019, la rentrée scolaire sera effective au Togo. Donc, elle ne se compte plus qu'en question d'heures maintenant. Qui se rappelle le premier jour de classe chez vous? Ils sont tellement jeunes. Normalement, vous devrez vous rappeler. Qui se rappelle le premier jour de classe? Non, lui, quand il a commencé l'école. Quand on était on nous amène à la maternelle. Oui, non. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on m'a pas passé par le préscolaire, donc on était directement au CP1. Là encore, c'est mieux. J'ai profité de la récréation pour fuir. Parce qu'on m'envoie dans un environnement où je vois beaucoup d'élèves, je n'étais pas habitué. Donc, il a profité de la régression. Je dis non, je ne vais pas rester ici. C'est pas pour vous. Non. Et vous êtes rentré à la maison? Non, je suis rentré à la maison. Mais quand ma maman s'est rendue compte, elle a rendu compte à papa, on m'a confié maintenant à une maîtresse. Et oui, donc, c'est ça dit, j'étais à l'aise. Ouh là là. Donc vous avez quand même passé le premier jour là. Oui, à la maison. Donc j'ai fait demi-journée. Il a fait demi-journée. C'est lui qui a engagé sur les questions de l'école. C'est ça. C'est lui qui a fait le premier jour de l'école. C'est lui qui reste à l'école. Même à vacances, il dort en classe. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on ne lui a pas préparé, on ne lui a pas expliqué les choses. Donc il s'est retrouvé dans un environnement où il se dit non mais c'est un guet-apens ou quoi? Vraiment, un vrai guet-apens. Ces gens-là, ils veulent m'avoir. Voilà. Oui, c'est aussi pour ça que les enfants les envoient au préscolaire. Voilà, c'est ça. Pour commencer à se familiariser. C'est ça. Le début de la socialisation de l'éducation commence par là.
où on lui apprend à s'intégrer au groupe, à être dans le groupe et à apprendre des choses merveilleuses. C'est pour ça qu'une bonne salle du préscolaire, c'est vraiment des décorations très attractives pour l'enfant. C'est un discours rassurant que la jardinière ou bien le jardinier d'enfants, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jardiniers aussi, oui. C'est ça, c'est tout ça qu'il faut pour que l'enfant accepte de rester et de faire de l'éducation vraiment une passion. Oui. Et là, il peut facilement vraiment rester dans le système jusqu'à obtenir tout ça. Et ne pas fuir le premier jour comme Marcel. À la récréation, je ne peux pas faire comme Marcel. J'imagine. Et puis j'étais loin de m'imaginer ça. Il dit, j'ai profité de la récréation. Oui, et puis il a choisi le verbe le juste verbe. Il a fui, il n'est pas rentré à la maison, il a fui. Mais clairement, il n'a pas dit j'ai profité pour rentrer à la maison. Non, mais il savait déjà que ce n'était pas l'heure de la fin. Voilà. Donc, c'est quand il était là, depuis l'enseignant devait parler là, il le regardait et dit ça parle seulement. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors, c'est pas. Sinon, les enfants, c'est pas ce qu'on fait. Il ne faut pas fuir demain. Non, il ne faut pas fuir demain. Et pour qu'il ne fuit pas demain, on va en parler tout de suite. C'est pour ça que Marcel a une rencontre cet après-midi, c'est ça? Sur la préparation qualitative de la rentrée scolaire. On en parlera, le rôle des parents dans l'affaire. Donc, personne d'entre vous se rappelle son premier jour de rentrée, mais c'est hier là. Moi, j'ai fait la maternelle, donc tout ce dont je me rappelle, c'est que avant de partir de la maison, on te fait de la gourde, de la bouffe. Il y a du jus dedans, tout ça, et tu mets ton petit sac à dos. C'est la bouffe qui retient. C'est ça que moi je retiens. Donc, je crois que le papa c'était au maternel, mais on était parti avec une roue de voiture, un pneu. Oui, c'est pour les activités. Un pneu usagé pour l'activité. Bon, ça m'est resté à l'idée. Le premier jour de la on rentrée. sautait dans les... Voilà. Lui, c'est ce qu'il retient. Tout ce que je peux dire, c'est que quand je voyais les autres enfants pleurer à la rentrée, je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas. Puisque moi, j'étais déjà dans le système depuis la maternelle. On est arrivé au CP1, je vois les gens. On amène des enfants qui pleurent, qui veulent retourner à la maison avec leurs parents. Oui, quand tu vois des petits Marcel, c'est ça. Comme on a dit, eux, c'était leur véritable premier jour. Mais toi, tu es allé t'intégrer en maternelle, t'amuser, voilà, te sociabiliser. C'est pas du luxe. Hein. Oui, mais Marcel, on envoie aussi les enfants en maternelle, quoi, à 2 ans et demi. Oui, c'est à partir du moment où, parce qu'il y a 2 conditions, il faut que l'enfant quand même commence par parler. Oui. La deuxième condition, c'est de voir ce que les tests de l'État ont prévu en termes d'inscription d'un enfant au préscolaire. Si l'État dit que c'est 2 ans révolus, ça veut dire qu'il y a un programme pour cet enfant de 2 ans. Si l'État dit que c'est 3 ans révolus, il faut savoir que l'État a prévu un programme d'enseignement pour cet âge-là. Voilà, pour cet âge-là. Et donc, il faut simplement se référer aux tests et voir ce que les tests ont prévus. Quand l'État prévoit des tests, c'est bien, ça veut dire que les dispositions sont prises pour que l'enfant ait ce qu'il doit avoir à cet âge-là pour la continuité de son parcours scolaire. Il ne faut pas qu'on force les choses. Non, il ne faut pas forcer. Oui, mais la maternelle, ça nous aide. Maintenant, tu jettes ton enfant là-bas. J'ai bien dit, tu jettes ton enfant là-bas et puis c'est bon. Et tu pars que de payer. Non, mais si l'enfant n'a pas encore l'âge de payer la crèche, que de payer il savoir que l'enfant va rester chez qui à la maison. On prétexte que, chivo, il parle, il est âgé, il comprend. Faut le prendre. Et puis, des fois, ils comprennent, mais ils ne parlent pas encore. Oui, c'est pour ça qu'avant la maternelle 1, 2, il y a la garde, il y a les gardes aussi. Ouais. Ils appellent amis de l'école, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il y a des enfants qui font 3 ans, d'abord ça. Ensuite, préscolaire, maternelle 1, maternelle 2. Et ils sont super bien préparés pour le CP1, les enfants qui font ça. Par rapport à la garderie, une petite anecdote. J'ai mon neveu aujourd'hui, il est grand. Quand il part à la garderie pour la première fois, il revient à la maison. Le deuxième jour, il revient à la maison. Il demande, Thomas, comment s'appelle votre garderie? La garderie s'appelle Art Garderie, un nom. Et il dit, garderie Art
Garderie. Ah, sur la plaque, ils ont mis Alt Garderie. Maintenant, on leur enseigne ça, on dit votre garderie s'appelle Alt Garderie. etc. On rentre à la maison. Thomas, comment s'appelle votre garderie? Alt Garderie. Eh ben, c'est que, ben, il a dit Alt, non? Ben oui, c'est sa façon de dire Alt. Alt Garderie. Marcel, est-ce que vous avez comme l'impression qu'aujourd'hui, tous les acteurs du système éducatif de la rentrée qui comprennent tous leur rôle. Je parle d'abord du foyer, de la maison. L'élève qui va apprendre, le parent qui inscrit l'enfant. Je dis que la majorité quand même comprend les enjeux de l'éducation parce que ce soit les acteurs étatiques, les organisations de la société civile, les partenaires, il y a un travail se fait depuis plusieurs années à travers les sensibilisations pour que les parents quand même comprennent que l'éducation est la voie royale pour permettre à l'enfant de se réaliser et de devenir quelqu'un pour lui-même, pour la famille, pour la nation et pourquoi pas pour le monde aussi. Vous voyez? Alors, donc, quand je prends par exemple les fins d'année au préscolaire où on organise, les jardinières organisent des, comment ils appellent ça, c'est un peu comme la foire pédagogique où on invite les parents pour venir découvrir ce que les enfants produisent, comment ils apprennent le précalcul, la prélecture, etc. Donc, il y a des coins et c'est presque une fois et les parents viennent, beaucoup comprennent à partir de ces rencontres que vraiment l'éducation est une bonne chose parce que ça a transformé son enfant. L'enfant qui ne savait pas lire, qui ne savait pas compter, aujourd'hui il lit, il compte. Par quelle alchimie il est arrivé à compter, à lire, lui-même il est venu prendre part à l'activité parce qu'ils ont vu l'enfant en plein exercice. Oui. Vous voyez? Donc, et tout le travail que les médias font aussi, en invitant les spécialistes pour des thématiques de sensibilisation, d'information, médias publics comme privés, réseaux sociaux, etc. Eh bien, les gens commencent par vraiment comprendre les enjeux de l'éducation. D'abord au niveau des zones urbaines où les informations sont beaucoup plus accessibles. Maintenant, c'est au niveau des zones rurales qu'il y a encore un grand travail à faire pour que les parents comprennent que ce n'est pas un travail sur l'enfant à faire à un niveau du parcours scolaire, mais ça doit se poursuivre jusqu'à ce que l'enfant ait le diplôme qu'il faut et puisse s'insérer dans la vie professionnelle et pouvoir se réaliser. C'est cela. Et à la rentrée demain, dans les écoles, dans les cours d'école, il va y avoir quand même différents profils d'élèves, différents candidats. Oui, bien sûr. Ils sont différents, ils portent peut-être toute la même tenue. Vous savez, quand vous allez à l'église, les pasteurs qui maîtrisent très bien la parole vous diront que ne pensez pas que tous les fidèles que vous voyez de là, tous sont convertis. Convertis déjà. Oui, ils sont ainsi bien sapés, mais... Très bien. Voilà. De la même manière que Satan était allé devant Dieu et il dit d'où tu viens, il dit que moi je suis allé faire le tour du monde, etc. Eh bien, la même chose, il y a des fidèles qui ne sont en réalité pas des fidèles, mais ils sont venus comme des émissaires du diable pour soudoyer des espions, etc. De la même manière, dans l'environnement scolaire, quel que soit l'environnement scolaire, tu vas voir deux catégories d'élèves. Deux catégories. Oui, deux catégories qu'on appelle, mais à vue d'œil, tu ne peux pas le savoir. Hein. C'est clair. C'est ça. Il y en a qu'on appelle... Il y a un autre nom qu'on leur donne. Il y a ce qu'on appelle les candidats scolaires et les candidats non scolaires. Les candidats scolaires, c'est ceux-là qui ont conscience de ce qu'ils sont venus, ce pourquoi ils sont venus à l'école. Les autres, ils donnent l'impression d'être à l'école par contrainte. Les aventuriers. Les aventuriers, voilà. Ils donnent l'impression de venir pour faire plaisir, par exemple, peut-être à papa ou à maman. Donc, eux, si tu ne fais pas attention et tu collabores avec eux, sois sûr qu'ils vont te tirer vers le bas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des candidats scolaires et des candidats non scolaires. La preuve, quand certains ils viennent 2 fois, par exemple, sur 5, 2 jours sur 5, n'allez pas me dire que c'est un vrai élève
Voilà, il y a un problème. C'est un élève fake. Très bien. Fake élève. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de deux types de candidats, les candidats scolaires et les candidats non scolaires. Mais là, à quel signe on le connaît au-delà de venir 2 jours sur 3, 2 jours sur 5, etc. Non, il y a comment ça s'appelle la fille de Il faut qu'on les présence. évite. Il y a pas la fille de prison, vous pouvez le savoir. Oui. Et maintenant, au niveau des évaluations, eh ben, si on fait des évaluations et puis on voit la courbe de ces notes qui, au lieu de s'améliorer, les courbes baissent la tête, comme on le dit, baisse l'échine, eh bien, il faut savoir qu'il n'est pas prêt. Celui-là, il ne veut pas vraiment évoluer, il n'est pas venu pour réussir. Il est venu juste pour combler le nombre dans la classe et entraîner les autres dans l'échec. Non, mais est-ce qu'il a conscience de ce qu'il fait? Peut-être qu'il a un souci. Voilà, peut-être que c'est pas comme s'il avait écrit un projet de je ne veux pas aller à l'école et je vais entraîner les autres. Bien, non. très bien. Tu as touché le point d'attention. C'est-à-dire qu'il y a, quand on dit environnement scolaire, les responsables de l'école doivent faire quoi? Ils doivent amener les élèves à ce qu'on appelle à élaborer ce qu'on appelle le projet scolaire et le projet professionnel. Voilà. Et comme tu le dis, ces jeunes, c'est pas qu'on ne peut pas les récupérer. Non, on peut les récupérer. Quel qu'il soit, même si c'est un drogué, on peut le récupérer. C'est clair. Oui, maintenant pour le récupérer, il faut avoir un entretien individuel avec lui. Il faut avoir un entretien individuel. C'est pour ça que c'est important. Si vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un psychologue de l'éducation au sein de chaque école, ou au sein d'une circonscription pédagogique comme à Dakar ou dans toutes les écoles, il y a des assistants sociaux. Dans toutes les écoles? Bien sûr. Vous voyez, là-bas, quelqu'un sort de là, il est recherché. Ici, les assistants sociaux sortent, ils se cherchent. Vous voyez le problème? Là-bas, on les recherche. Ici, ils se cherchent. Quel que soit le cas, il y a de la recherche dans les... Alors, donc, si on a quelqu'un comme ça pour faire un entretien avec lui, eh bien, on va déceler son problème. Ça peut être un problème familial. Oui. Peut-être qu'il est d'une famille monoparentale, oui. Ou bien c'est un orphelin, c'est un vulnérable, il se cherche d'ailleurs pour manger, même c'est difficile, etc., etc. Et on va lui trouver une réponse adéquate à son problème. Donc l'assistant social qui est là, ouais. Et qui observe les comportements des uns oui. Des autres saura qu'il y a oui. Quelque chose qui ne va pas avec celui-là. Oui, voilà. Oui. On réfère l'enfant à l'assistance sociale. Maintenant, il y a des chefs d'établissement, des enseignants qui font office d'assistants sociaux parce qu'eux aussi, ils observent, ils ont de l'expérience un peu, ils observent les élèves, ils se disent non, cet enfant-là, eh bien, s'il se comporte comme ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, ils prennent cet enfant ou bien cet élève comme leur propre enfant et ils font effectivement un entretien avec lui. Et je vous dis, il y a certains, ils arrivent à convertir facilement les enfants et rapidement on les met sur les rails. En moins de 2-3 mois, vous vous rendez compte que ça change. Il est assidu. S'il buvait, il ne boit plus. S'il prenait la drogue, il a laissé tomber et les notes changent. Il y a des témoignages où des gens sont devenus aujourd'hui des cadres, n'eût été l'intervention de ces enseignants qui ont récupéré ces enfants. Donc c'est pour ça que dans l'environnement scolaire, on ne parle pas d'instituteur. Non. Un enseignant ou un chef d'établissement, c'est un éducateur. Absolument. Il doit avoir les deux casquettes. Donc on doit renforcer ses capacités pour qu'il joue. Puisque nous n'avons pas des assistants sociaux dans les écoles, il faut qu'il fasse office et donc il joue deux rôles pour qu'il soit vraiment attentionné, etc. Pour que chaque enfant qui lui est confié, eh bien, que tous réussissent. C'est-à-dire que l'enseignant doit lui mettre un peu un psychologue qui absolument, doit pouvoir quand même déceler à travers le comportement de l'enfant le problème. Ne pas catégoriser systématiquement que c'est un paresseux, c'est un têtu, c'est un impoli. On commet trop d'erreurs dans le système éducatif. Quand vous prenez à la fin de chaque évaluation, qu'est-ce qu'on fait? Et on exclut même carrément certains enfants. Oui. Non, normalement, l'objectif, l'éducation ne devait pas exclure. Voilà, c'est le système éducatif qui a des insuffisances, des manquements et qui fait qu'on exclut les enfants, on les jette sur la voie de la déperdition. Vous voyez? Alors, donc, soit c'est par les évaluations qu'on vous exclut, soit par le comportement on vous exclut. Vous prenez le bulletin d'un enfant, on dit il a bien travaillé, élève excellent, mais exclu pour indiscipline. Vous avez vu? Bon, pourquoi vous avez attendu la fin de l'année pour savoir qu'il est indiscipliné?
Vous ne pouvez pas déceler ça plus tôt. Plus tôt et puis peut-être l'accompagner. Mais oui, à partir du rapport que le major de classe vous donne, à partir des enquêteurs dans la salle de classe pour le chef d'établissement, parce que vous devez, en tant que chef d'établissement, un bon manager doit avoir un réseau informel d'information. Bon, c'est pas ça coule sa tôle, hein. Non, c'est pas ça coule sa tôle, non. Ça coule sa tôle. Non, c'est pas ça. Mais si on les attrape, les ça coule sa tôle, on les lynche. Au-delà de ça, ces allers-retours, enfin ces convocations au surveillance. Très bien. C'est des indicateurs déjà. Très bien pour se dire non, cet enfant, il faut faire un travail spécifique sur lui. Oui. Oui, mais si sont ça peut être une fille, ça peut être une école ou une classe à 145 élèves, par exemple, ça arrive dans le système public. L'école qui a la capacité d'accueillir autant d'élèves, c'est que vous aussi, vous avez la capacité de pouvoir les encadrer tous. Vous devez rechercher l'éducation tout au long de... Quand on parle d'éducation tout au long de la vie, c'est que le chef d'établissement doit savoir qu'il fait face à de nouveaux défis. Il fait face à de nouveaux défis des enfants. Les enfants sont confrontés à des défis familiaux, à des défis des médias, etc. Et donc, pour apporter des réponses et accompagner ces enfants, il doit renforcer ses capacités. Si tu sors de l'école et tu n'es que le professeur de mathématiques, et que tu ne connais que A carré, B carré. Très bien. Et promu chef d'établissement, quel est le renforcement, quel est ton plan de renforcement de capacité pour bien manager et faire en sorte qu'aucun enfant ne se retrouve dans la rue de ton établissement? Vous voyez? Il faut d'abord être à la base un bon parent. Soi-même. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'un enseignant doit être un bon modèle. éducateur, oui. Quand on dit que l'enseignant doit être le modèle, c'est le modèle en termes d'attitude, de comportement, d'efficacité, en tout cas de toutes les valeurs qui permettent de promouvoir un homme. Voilà. C'est pour ça que l'adage dit c'est l'attitude et l'aptitude qui déterminent la latitude de quelqu'un. Alors l'aptitude, c'est ton comportement, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs, les capacités managériales. Et maintenant, c'est les compétences techniques là-bas. Les compétences techniques, ça c'est ta capacité à intéresser l'élève à la matière et se rendre intéressant. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Les enseignants, ils sont sortis enseignants, mais comme ils n'ont pas les techniques de communication, les techniques pour capter l'attention des enfants, la manière dont ils font le cours, vraiment, ça n'attire pas. Chapitre 1. Voilà, et puis... Hypoténuse. Dans un repère autonomé, lycée perdu. Mais si tu viens, tu dis... Le monde, etc., je ne sais pas, je ne suis pas prof de mathématiques, et tu me poses des questions. À quoi est-ce que tu penses que les mathématiques servent? Très bien. Et puis cet élève a dit ça, moi je dis, oh, les mathématiques, c'est pour regresser mes notes. Il a dit, et puis il va expliquer que non, les mathématiques, ce n'est pas pour regresser tes notes. Tu vois, on construit ici, on construit, c'est pour calculer, c'est pour, etc. Voilà, et tu comprends effectivement que, ah oui, ils ont construit les pyramides en Égypte, mais lui, c'est sur la base des mathématiques. Très bien. Ils ont fait ci. Il y en a qui font maintenant. Qui ne connaissent pas vraiment l'essence de la matière qu'ils enseignent. Ils connaissent les matières, les élèves ne s'intéressent vraiment pas à ces matières. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Les mathématiques, les physiques, la philosophie. On ne sait pas à quoi ça sert. Ce sont des matières auxquelles on ne s'intéresse pas. Donc c'est l'enseignant qui doit se rendre intéressant. Ou alors nous dire à quoi nous sert que dans la vie, dans ta vie, tu auras forcément besoin de ça. Il nous donnait son exemple que dans la vie aujourd'hui, lui là, il sait. Voilà quoi. Moi, ce n'est qu'en terminale que j'ai compris les maths. En terminale que j'ai compris les maths. Et si j'avais eu un tel professeur depuis la classe de 3e, je pense que j'aurais fait une filière scientifique. Parce que tu as adoré l'enseignant. Oui, l'enseignant, quand on a commencé, j'ai eu 3 de moyenne en maths. Moi, ça suffit pour que je sois première de la classe. Il dit c'est pas possible qu'il ait des élèves qui aient de telles moyennes, qui ne peut pas faire un devoir et quelqu'un va avoir 0. Tu vois ça? C'est pas possible. Donc il a pris. Ça c'est enseignant. Il a pris tous les nullards de la classe. Wow. Nullards en maths? Bah oui, les nullards en maths. Il a pris tous les nullards en maths. Il nous faisait des cours de renforcement les après-midi gratuitement. Il nous faisait des cours de renforcement les après-midi. C'était pas obligatoire. Tu veux comprendre, tu viens. Voilà. Et systématiquement, c'était nous, ces nullards-là, c'est nous seulement qu'on interrogeait pendant les cours de maths pour aller au tableau, pour traiter les exercices. Parce qu'il sait que oui, on a besoin d'apprendre. Et finalement, j'ai remonté la pente très rapidement. J'avais 16 de moyenne en maths.
T'as 16 en maths. 16 en maths. Et le premier en maths, il était fâché. Parce que lui aussi, il avait 16. Nullissimissira. Lui aussi, il avait 16. Donc, c'est quelle conclusion? C'est 16,50. Donc, en fait, la conclusion à ce qu'elle dit, c'est qu'aucune matière n'est bête noire. Voilà. C'est fonction de l'enseignant qui prodige, qui dispense. Ah oui, donc de 3, vous êtes remonté à 16 en maths. Même ça, c'est une vraie remontada. Même ma prof de philo en terminale, mais c'est-à-dire qu'on avait philo les lundis matin à 7 h. Donc, imaginez un cours de philo. Déjà, moi, lundi matin, je n'aime pas. Mais la prof, elle est super intéressante. Elle nous faisait rire. Donc, les lundis matin, il n'y a pas d'absent. Il n'y a pas d'absent. Tout le monde vient. Tout le monde vient. C'est comme ma prof d'espagnol aussi, qui nous faisait le cours en chanson. On a appris l'espagnol à travers des chansons. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est l'approche de l'enseignant. C'est l'approche. Les mathématiques, c'est des jeux. Tu veux intéresser l'élève aux maths et sciences. Et tu prends l'exemple de Foufou Mix, n'allez pas trop loin. Tu dis, mais Foufou Mix, c'est un monsieur qui a fait la F4 à l'enseignement technique. Et aujourd'hui, il a créé. Et tu démontres par plus que si l'Amérique domine le monde aujourd'hui, c'est avec les sciences et les technologies. Les matières de compétitivité, c'est comme ça on les appelle. C'est ça. Et donc, il faut aller vers, il faut aimer. Et tu prends une étude que nous avons faite par exemple pour démontrer que 73% des étudiants dans les 2 universités du Togo optent ou se sont inscrits dans des filières moins porteuses. Administration, droit, art, lettres. Anthropologie. Quand tu lui dis ça, est-ce qu'il veut chômer demain? Ou bien c'est comment? Et donc, il veut avoir son diplôme et puis il attend. C'est ça. Il faut se tailler, tu es renseigné de cultiver. Quels sont les enjeux? Comment les choses sont en train de tourner rapidement là? Voilà. Et donc, quand tu lui donnes à partir de ces exemples, il comprend que s'il rate les maths là, non. C'est fini pour lui. Demain là, ce ne sera pas bon pour lui. Hein. Voilà. Parce que les données d'aujourd'hui, c'est les sciences et technologies. Ça, il n'y a même pas. Maintenant, est-ce que c'est dans les écoles de formation d'enseignants que ça manque, leur enseigner ces approches intéressantes? C'est à partir de là. Il faut qu'on leur dise. C'est à partir de là que ça doit commencer. Et maintenant, comme et ça ne se peut pas. Pas systématiquement. Ouais, et maintenant, comme on leur donne des renforcements de pédagogie, c'est ça qu'on appelle la formation continue. Oui. C'est au cours des formations continues qu'il faut aussi renforcer leurs capacités et leur dire le message qu'il faut transmettre aux enfants. C'est ça. Parce que si tu viens sincèrement en classe, bonjour, je m'appelle Marcel Toyi, je suis votre enseignant de mathématiques. Premier chapitre, hypoténuse. Et puis mon cœur, ça fait... On sent que hypoténuse a traumatisé l'histoire. Ou alors, l'enseignant est en mode douleur. L'enseignant, son prénom, c'est douleur. Quand tu le vois. Il vient, il a le visage façon, et puis il veut nous terrifier parce qu'il veut pas. Il y a des enseignants qui sont contents quand les élèves n'ont pas de bonnes notes. Ouais. Non, sérieux. Et c'est pas que c'est juste qu'à l'université. Moi, récemment, l'année dernière, j'ai eu un exemple, j'ai eu une expérience super, giga, méga douloureuse. D'un enseignant qui se réclame, genre, il a dit en salle qu'il a corrigé la copie. Je vais dire la matière qui fait ses droits commerciaux, qu'il a corrigé la copie. Et puis quoi? Il a corrigé la copie d'un élève, que l'élève avait eu 16, il n'a pas pu dormir. Qui s'est réveillé par combien de fois qu'il a recorrigé la copie. Ce n'est que quand il lui a donné 12 qu'il a retrouvé le sommeil. Monsieur, vous êtes un sorcier. C'est pas fini. De toute façon, c'est un gars terrible, il paraît donc. Je me suis apprêtée en sa matière. C'était même pas une matière fondamentale pour moi. J'ai pris ces précédentes épreuves, j'ai traité les épreuves avec même un enseignant de la même matière. Il était à l'université de Cara. Mais j'ai traité plein de sujets de lui, quoi. J'ai fait des recherches. À l'examen, c'est un de mes sujets traités qui est arrivé. Un sujet là, j'ai dit ouh. Ça c'est Zovi de loin. Oh, Zovi de loin. Mais non, je m'assois, mais j'écris. Les notes sortent après, sur le tableau. Bon, les camarades envoient parfois en photo dans le groupe WhatsApp. Je vois, est-ce que c'est 16 que j'ai? Mais je cherche, je ne trouve pas un à côté du 16. Non mais sérieux, il m'a donné 6. Non mais j'ai pris la copie sur des trucs, il met bien, il coche bien, vu, et puis j'ai 6.
J'ai réclamé, mais on m'a dit non, tu sais, il ne faut pas la deuxième année. Il m'a mis 6. J'étais en courroux. J'ai laissé tomber. C'était une matière à reprendre. L'année suivante, en année supérieure, j'ai repris cette seule matière qui me restait. Même matière fondamentale, quoi. J'ai eu 15, 16 dans même matière de base. Mais cette petite matière-là, sérieux, non. Et je reprends l'année suivante. Pour avoir combien? Et il propose encore 2 épreuves au choix. Et le même sujet que j'ai traité, le même sujet revient. Je traite. Cette fois, il me donne 1. C'est la technique de cet enseignant. J'ai fait cette même matière-là. Mais sérieusement, chaque année avec cette même matière. La même épreuve revient chaque année et les élèves, les étudiants ne réussissent jamais. Je ne comprends pas. C'est au Togo ici. Mais c'est pas une anecdote, je l'ai vécu. Mais il me met 1, j'ai dit non, excusez-moi, mais ça dit que dans ce que j'ai mis pour avoir 6 l'année passée, j'ai oublié. Mais en droit, tu descends l'introduction, tu fais le plan en grand 2 AB, grand 2 AB, et la feuille et le bic. Mais il m'a allez. Non, l'encre prend combien? La note 0,50? Non, sérieux. La feuille prend 0,50. Et mon effort personnel, je prends combien? Il n'est pas le seul au Togo. Non, ça vous dit qu'il y a de ces enseignants, sérieusement, que les élèves ratent de lyncher. Bon, bref. Non, sérieusement. Tu fais ça, nous. Je suis une vieille peau, une vieille carcasse qui est là, et puis j'ai un mental assez fort, mais je l'ai digéré très difficilement. C'est normal. Imaginez, en classe, en 6e, au collège, au lycée, l'enfant qui est assidu, qui bosse, qui te met le truc, et puis tu lui donnes une autre minable. Massacre de dos, là. Non, c'est sérieux. Non, mais sérieusement, non, on ne leur apprend pas ça. C'est pas comme si c'est l'enseignant. Il y a des enseignants qui pensent que moins les élèves ont la moyenne chez eux, mieux ils sont. Alors que l'enseignant, il a un problème. C'est les enseignants dans les matières desquelles les élèves n'ont pas de moyenne qui ont des problèmes. Je pense qu'ils ont des soucis. Oui, bien sûr. Ils ont besoin d'accompagnement. Oui, ils ont besoin de renforcement de capacité. Merci. Oui, parce que quand tu es un enseignant, tu dois te lancer le défi de faire en sorte qu'aucun élève n'ait moins de 13 au moins. Quelle que soit la matière, tu dois te lancer ce défi. Et quand tu te lances ce défi, tu fais un test diagnostic déjà à la rentrée pour voir le niveau, aptitudes de chacun des élèves. Il y a certains, ils sont venus avec des lacunes. Alors, il faut des exercices spécifiques pour relever leur niveau, comme ce que dans le cas de Léonore, par exemple. D'autres sont moyens, eux aussi ils ont besoin d'exercices spécifiques. Et certains sont excellents qui vont servir de mentor aux autres. Ouais, donc c'est toute une stratégie qu'il faut bâtir. Et ce défi, c'est important que chaque enseignant se lance ce défi pour qu'aucun élève n'ait en bas de la moyenne. De la moyenne. Il faut vivre, non, même pas pour qu'il faut bien le dire, il n'a qu'à ouvrir les oreilles pour écouter, parce qu'on dit. Je voulais dire, en 2012, on a la 2e année de licence, on a un professeur d'anglais. Le premier jour qu'il vient, la salle était tellement bondée. Or, dans notre institut, on n'est pas nombreux. C'est-à-dire il a accumulé des gens qui n'ont pas validé depuis. Ah, ok, des tomiers. Voilà, des tomiers qui sont venus. Non, mais c'est quoi ça? La salle était bondée. Et puis sa première phrase, c'est que si vous ne respectez pas les principes, je vais vous faire revenir ici. J'en ai encore pour 8 ans. J'ai dit, ben monsieur, si vous en avez encore pour 8 ans dans cette brousse, c'est que vous n'êtes pas ambitieux. C'est ça. Vous n'êtes pas loin. Donc l'année là, moi j'ai pas validé. C'est clair. Au début de l'année, tu n'as pas validé. Oui, j'ai dû aller voir Madame Anaté à l'époque pour lui exposer le problème et on a dû changer le professeur avant que je ne valide l'anglais. Non mais c'est quoi ça? Ils sont jaloux qu'on vienne prendre leur place ou c'est comment? Je comprends pas. Je comprends, il y a un gros souci là. C'est là où dans le système éducatif vraiment il faut vraiment de l'innovation en faisant en sorte qu'il y ait une certaine solidarité entre les élèves. Oui. Il vient et puis on se met ensemble. Vous devez dans une salle de classe autour du major faire en sorte que vous lancez le défi que tous les élèves doivent réussir. Et dans chaque matière, voilà ce que nous pouvons faire et ce que nous attendons de nos élèves. Vous signez, vous envoyez à l'administration et l'administration veille à ce que chaque enseignant vienne faire en sorte que vous puissiez atteindre cet objectif-là. Voilà. Mais quand les gens ne fonctionnent pas sur la base des objectifs, alors ça fonctionne comme ça peut. Mais ça va donner ce que ça peut, ça va donner. C'est cela, c'est
classes-là. Et au-delà, ces enseignants, imaginez qu'ils rencontrent, parce qu'il y en a forcément dans les classes, des élèves avec des troubles d'apprentissage. C'est fini. Donc c'est ces élèves qui vont souvent au coin, les totos du coin. Alors que ce n'est pas vraiment des totos. Comme on l'a dit, c'est des élèves qui ont un souci, qui partent de la maison. Il y a forcément quelque chose qui fait blocage. Oui, c'est ça. Et donc, il faut que vous, qui êtes de la société civile, que vous insistiez sur le fait que les enseignants soient sensibilisés à ces troubles d'apprentissage, surtout dès les classes primaires et collèges, pour accompagner les élèves. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ils vont se gosiller là. Et puis, Dieu n'a qu'à les foudroyer, quoi. Non, quelqu'un qui a la mauvaise foi, quelqu'un qui veille, travaille, et toi tu vois que moi j'ai fait la fac, je n'ai jamais eu 16 dans cette matière, je suis enseignant, qu'est-ce qu'elle veut me prouver? Et puis tu oublies de mettre le 1 devant le 6. Ça, c'est un groupe du Mao Téron, le dit. Tu t'as mis ça en haut. Non, aujourd'hui, quand même, on rigole, mais c'était pas de la rigolade, c'est sérieux. Aujourd'hui, il faudra vraiment que le parent, pas qu'ils imposent, mais qu'ils accompagnent mieux leurs enfants dans le choix des séries, plus les séries scientifiques aujourd'hui. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais je me dis qu'il vaut mieux... Non, ça n'engage que moi, c'est ma réflexion personnelle avec l'avancée du monde. Être moyen en série scientifique que d'être excellentissime en série littéraire. Oui, comme je viens de le dire, vous avez vu, c'est une étude, je vous lis, une grande partie des étudiants, 73% sont dans les filières moins porteuses sur le marché du travail, comme le commerce, l'administration, le droit, sciences sociales, les arts. C'est pas moi qui invente, c'est le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation qui a fait une étude pour voir les avancées par rapport aux 7 cibles de l'ODD4 et qui a donné ce résultat. Mais tu es parent, tu dois comprendre que si ton enfant fait par exemple ressources humaines, l'enfant a très peu de chances de trouver du boulot. On ne dit pas qu'il ne va pas trouver. Non, il y en a, mais il va... Très bien, c'est ça, très peu de chances aujourd'hui. À moins que tu aies une boîte et puis qu'il... Par contre, si c'est sciences et technologies, eh ben... Tu n'auras même pas fini les études. Oui, vous n'avez pas fini les études. Ouais. Vous allez aux États-Unis, c'est sur les banques qu'on vient signer le contrat avec les étudiants pour qu'ils viennent travailler parce qu'ils sont bons en TIC. Vous voyez? Alors, et... Quand vous êtes un parent, il faut être à l'écoute de l'information. Tout le travail que vous faites, les médias publics comme privés donnent des informations, mais vous êtes un parent, n'allez pas chercher autre information que tout ce qu'on dit sur l'avenir de vos enfants. Vous voyez? Alors quand vous voyez l'orientation que le gouvernement est en train de donner à la politique éducative, on crée les IFAD par exemple, mais allez aussi comprendre pourquoi le gouvernement crée des IFAD. Vous voyez? Alors quand on parle de hub logistique, les 3 axes du plan national de développement du PND, le hub logistique, c'est tout ce qui est TIC. L'axe 1, c'est tout ce qui est TIC et technologie et autres. Et donc, c'est les ressources humaines qui ont ce profil, qui vont travailler pour ça. C'est clair. Vous voyez? Et donc, non, c'est pas les c'est les maths et sciences et les TIC, s'il vous plaît. Et donc, vous êtes parents, il faut être à l'écoute de l'information. Il faut s'approcher, avoir dans ton réseau de relations des gens qui s'y connaissent dans le domaine, qui sont au parfum de l'actualité nationale comme internationale sur les questions d'éducation, vous devez avoir aussi des spécialistes de l'orientation dans votre réseau de relations pour aller vers eux et avoir les informations. Donc, c'est très important pour les parents de procéder ainsi, s'ils veulent mieux accompagner leurs enfants. Oui, mais en même temps, on dit que c'est les filières qui sont porteuses. Mais on ne va pas obliger un enfant à y rentrer. Si on sent qu'il ne peut pas réussir là-bas, est-ce qu'il y a des critères définis de réussite dans ces filières sciences et technologies? Oui, il y a des critères. Pour réussir dans sciences et technologies, il y a au moins 7 critères. Il y a au moins 7 critères. Vous devez d'abord vous devez vous documenter. Comme tu as dit que tu t'es bien documenté là, pour réussir. Donc, voilà, et pour avoir 6. Très bien. Et pour se documenter, ton portable doit être un serveur des données éducatives. On ouvre ton portable, c'est les documents, les exercices, voilà. Non, c'est donc pas les vidéos portable, il sert aux jeunes à faire quoi? C'est pas WhatsApp, si ce n'est pas pour des conneries là. Ouais. Oui, est-ce que ça le fait avancer? Vous voyez? Donc, il y a ça. Il y a que tu dois aimer faire beaucoup d'exercices.
Elle a dit tout à l'heure que ces notes ont flambé parce que quand le professeur lui a monté, ils ont fait beaucoup d'exercices. Et toi aussi, tu as fait beaucoup d'exercices. Et le hasard a fait que tu as eu... que j'ai 6. Non, mais sérieux. Que l'épreuve. Il faut que je voie un psychologue pour être détraumatisé de cette affaire-là, sincèrement. Mais je lui en veux à ce monsieur-là. En fait, il te donnait les 16 en 2 temps. Il t'a mis 6. Il m'a donné 6 et puis après, il a mis le 1. Il a raté l'année dernière. Normalement, tu as validé. Ça, oui. Et ça, c'est quelques éléments au niveau de l'élève. Maintenant, au niveau des enseignants, il faut démystifier les mathématiques. C'est ça, surtout les sciences. Et dire que ce n'est pas sorcier. Hein. D'ailleurs, même ceux qui font les maths et sciences, ils vous disent que les maths et sciences, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est ça qui est plus facile que les lettres. Les gens ne savent pas ça. Hein. Oui, c'est plus facile que les lettres. A carré, B carré, là. C'est un jeu. C'est perdu. Maintenant, au niveau de l'État, il y a un grand défi à relever. Vous prenez par exemple un pays comme la Malaisie, vous prenez un pays comme le Maroc, eh bien c'est depuis l'indépendance que le gouvernement marocain dit nous allons relever le défi des sciences et technologies. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti une stratégie. La stratégie consistait à produire des documents, à former les enseignants du préscolaire, primaire, secondaire, un secondaire de université. Donc il y a un lien fonctionnel entre les choses. Et en moins de 5 ans, ils sont passés d'une pénurie d'enseignants en mathématiques vers un surplus. Et aujourd'hui, le Maroc est une référence. Move, c'est les Marocains. Quand ceux qui maîtrisent les sciences technologiques aujourd'hui en Afrique, c'est eux, ils sont champions. Avant de citer les Indes, avant de citer l'Amérique, etc. Vous voyez, c'est avec... Donc, un défi aussi doit être relevé au niveau de l'État. Vous prenez par exemple les 2 lycées scientifiques. C'est bon, ils ont créé les 2 lycées scientifiques, mais je vous dis que ce n'est pas tout. Quand nous portons un regard critique et analytique sur ce que les 2 lycées scientifiques, c'est une série C bis. Vous voyez, donc? Ils font là-bas. Oui. Même aujourd'hui, avec la refonte avec la série S. C'est la série C bis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter, comment ça s'appelle, les sciences et technologies, les TIC. Donc, les enfants doivent suffisamment manipuler et à partir déjà même du BPC, ils doivent faire des soutenances. Ce que je vous dis là, c'est déjà opérationnel. Vous allez à Baguida, il y a un Togolais. Oui. Monsieur Afanou. Oui, monsieur Afanou. Bon, peut-être que vous allez le recevoir un jour. Mais j'ai fait une émission avec lui. Je suis allé dans l'école. C'est merveilleux quand même. Je vous dis, les enfants de la 6e, c'est eux qui font quoi? Les enseignes lumineuses là. C'est des jeux pour eux. Les programmes, c'est des jeux pour eux. Et chaque enfant sort à partir du BPC, il soutient devant un jury, devant les parents et autres. BP et bac 1, même chose, et bac 2. Donc tu passes le BPC ordinaire et le BPC professionnel, le bac 2 ordinaire, donc de l'État, et le bac 2 professionnel. Je vous dis, c'est vers là que nous devons tendre aujourd'hui. Oui. Si nous n'apportons pas de l'innovation dans notre méthodologie, dans notre dispositif institutionnel, eh bien, on fera plus de chômeurs que des gens qui sont préparés pour être des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Donc l'enjeu est là. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc, un gros boulot à faire au niveau des parents. Voilà. Mais sinon, pour demain, la rentrée qui sera effective, donc les parents, au-delà de mettre à disposition des enfants, les outils pour pédagogie, tout ça, ce n'est pas que ça. Et les assurer qu'ils ont leur soutien. Il faut que l'enfant la préparation psychologique. Sache qu'il est le confident. Le parent est son confident et donc c'est à lui qu'il faut venir dire tout et lui verra qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer de l'accompagner, etc. Très important. Maintenant, au niveau de l'État, notre grand souci, en tout cas au niveau de la coalition, c'est les derniers résultats dans certains établissements l'année passée. Imaginez, dans 4 établissements à Sotoboua et dans au moins 3 dans la maritime, CEPD 0%. Oh, à Mebalégué, 0%. On échoue encore au CEPD super ici. Non, voilà, dans des écoles publiques, 4 dans la... Oui, mais sans doute, ils ont 425 en classe. Non, 0%. Alors, est-ce que les enseignants se sont interpellés? Non, excusez-moi, 0%. 0%. Dans les écoles publiques. Alors que les gens réussissent avec 19... Non, je ne veux pas... Non, ils sont allés à l'examen. Bon, peut-être qu'ils sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en parle pas. Est-ce qu'on a interpellé les gens? Est-ce qu'on les a mis sous ordre? Oui. Est-ce que quelque chose a été fait? Mais l'enseignant de la classe qui a eu 0% à l'examen, mais on l'interne et puis on le soigne pour un mois et puis on lui pose des questions. C'est clair. Non, c'est sérieux, parce que là, on ne va pas lui laisser encore des enfants. Alors, quand dans un établissement, ceux qui sont passés au de 0%, ceux qui arrivent là, ils sont au CM1, ils viendront gonfler le nombre des 0% l'année prochaine.
si rien n'est fait pour changer le dispositif. Bon, mais il faut creuser par là. On va creuser. Il faut creuser par là. On va creuser, on reviendra vous donner les résultats. On va aller dans les moins 2%. Non, mais si l'enseignant ne veut pas enseigner, c'est pas forcé. C'est ça. Si les feuilles des cahiers le fatiguent, les feuilles des maniocs, il ne les pas payer. Et ce n'est même pas un seul, ce n'est même pas un seul établissement. 4 établissements. dans Sotobois, dans la région centrale, et au moins 3 dans la maritime. Même dans la maritime? Bien sûr, tu es bien dans la région de Séville. 0% CPD. 0% CPD. Donc c'est avec inquiétude que, dans certaines zones, malgré les efforts, c'est avec inquiétude que nous pensons. Non, donc, dès qu'on a perdu leur copie. Creusez plus et revenez-nous avec, avec plus d'informations. Merci. Donc ce soir, cet après-midi, vous avez oui, nous avons une conférence, échanges, dans notre église où nous allons entretenir les apprenants sur la préparation qualitative de la rentrée et la préparation qualitative d'un apprenant. Parce qu'il faut des apprenants de qualité. Donc il doit avoir, n'est-ce pas, des caractéristiques pour pouvoir réussir. Il y a qu'on doit lui apprendre comment on mène une vie au sein de l'école, dans l'école, la vie de l'école, et comment on mène la vie à la maison et dans la communauté. Donc l'école de la vie. Quels sont les éléments là-dedans? Parce que tout est interconnecté. Oui. Voilà. On passe les deux en même temps. Voilà. Donc c'est tout ça que nous allons partager. À quelle heure? À 15h. On peut venir? Oui, tout le monde peut venir? Entrée libre. Entrée libre, mais sortie également libre. À 15h, et c'est où? À l'église évangélique Nouvelle Vie à Tobato. Togbato. Oui. Nouvelle Vie Togbato, aujourd'hui à 15h. Souvent les gens l'appellent l'église Topa. Ok, c'est Topa. Là-bas. Donc à Topa, aujourd'hui à 15h, apprenants, parents, allez discuter, échanger, et puis voilà. On dit souvent que la réussite à la fin de l'année scolaire se prépare dès le premier jour de la rentrée. Là, on va se prépare à quelques heures de la rentrée, à la veille de la rentrée. Tout de suite, l'émission continue, on va souffler. Marcel, merci. Merci à vous. Président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, le seul, qui, au premier jour de l'école, a profité de la récréation pour fouiller la classe. Et puis il est de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, la coalition qui a représenté le Togo aussi récemment à cette conférence de mobilisation des fonds à Dakar. Merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Très belle journée à vous. Merci. Et à cet après-midi, on va souffler et on va faire un bond dans le temps. On va aller jusqu'en 1946. C'est la date, c'est l'année où naissait Steve Biko. Steve Biko, il doit se retourner actuellement dans sa tombe à voir tous ces actes de xénophobie que son peuple, que ses concitoyens. Lui, il est 6 pieds sous terre. Donc que les Sud-Africains opèrent encore aujourd'hui, Steve Biko doit être très fâché. On a choisi de parler de ce monsieur ce matin dans Mémoire.